poète. Lors de ma dernière vidéo, j'ai proposé un tour d'ensemble sur les super-héros dans les années 90. La décennie était assez productive, et on a eu droit au meilleur comme au pire. Le but était de vous proposer une remise en contexte de ce qui pouvait se faire à l'époque, entre les effets spéciaux numériques ou pas, en évolution constante, des scénarios pas toujours subtils, ou encore des réalisations qui prennent peu ou trop de risques. C'était la décennie des expériences en tout genre, et les années 2000 ont su tirer parti de ces expériences. Aujourd'hui, je vais conclure les années 90 avec le dernier film de super-héros sorti en 1999. Mais avant ça, j'ai fait ma petite enquête pour Cinéraven et je vais réhabiliter une chanson. Ce morceau de musique n'est pas la musique de Shrek. Enfin, si, vu qu'il est sur la BO à l'origine, ce morceau a été écrit pour la musique de Mystery Men. Et on en parle maintenant. Mystery Men est un film américain sorti, notez la date, c'est important, en juillet 1999. Alors que Shrek est sorti en avril 2001. Et il est réalisé par Kinka Usher, avec Ben Stiller, Hans Azaria, William H. Macy et Michael Bay. Donc l'histoire. À Champion City, il y a des malfrats. Et pour protéger ses habitants, il y a des super-héros. Enfin, ça c'est ce qu'aimerait Roy, dit Monsieur Furieux, et ses potes du club de super-héros. Car la ville n'a plus besoin de personne. Il y a Capitaine Admirable. Et ce dernier a tellement bien nettoyé la ville qu'il ne reste plus de menaces sérieuses qui pourraient justifier sa présence. Ce qui remet en question le financement de ses sponsors. Parce que oui, Admirable a des sponsors, comme Pepsi Cola. Roy et ses amis sont en quête de reconnaissance et Admirable d'un adversaire à sa taille. Et là, c'est le drame. Capitaine Admirable fait jouer ses contacts et parvient à faire libérer le seul adversaire qui a pu lui tenir tête, sa némésis, Casanova Frankenstein. Saisissant l'opportunité, ce dernier réussit à capturer Capitaine Admirable et à le garder prisonnier pour l'exhiber aux gangs de la ville et faire jouer ainsi une alliance entre les super-vilains. Roy est témoin de la scène et tente de prévenir ses camarades du danger à venir. Quoi de mieux pour gagner en popularité si ce n'est que de libérer Capitaine Admirable en personne. S'ensuit alors un recrutement de nouveaux membres pour l'équipe, des réussites, des échecs, un entraînement intensif pour voler au secours de Capitaine Admirable. Ce film est-il un oubli ou un échec? On va y répondre ou pas. Alors si aujourd'hui on commence peu à peu à en parler, au moment de sa sortie, ce film est resté dans l'ombre. Alors que s'est-il passé et où est-ce que ça a foiré? Ce film a un processus de création qui me semble plein de bonnes intentions, mais pas que. Pourtant, l'équipe de production connaît son sujet. Parmi les producteurs, on retrouve Lawrence Gordon qui a travaillé sur des films comme Jumping Jack Flash, Predator 1 et 2, Die Hard 1 et 2, The Rocketeer, Waterworld ou encore Time Cop. Ou encore Robert Engelman qui lui a produit The Mask, Mortal Kombat, Blade, entre autres. Et les trois autres ne sont pas en reste non plus, mais je vais vous épargner les CV. Voilà. Il est donc raisonnable de penser qu'ils avaient une démarche avec ce film, un objectif. Et en le produisant et en le distribuant pour 1999, l'idée devait être de conclure la décennie avec une équipe de héros pulp, décalés, humains. Faire une comédie familiale de super-héros, ouvrant ainsi la voie aux autres types de projets plus lourds. Sonder le public en quelque sorte pour les préparer aux X-Men par exemple. Et récupérer la mise de départ aussi, il ne faut pas déconner. Pour ce qui est du scénario, Neil Cuthbert s'est chargé de l'adaptation des personnages du comic Flaming Carrot de Bob Burden. Le choix de Neil pour le scénario est original bien que cohérent. On lui doit l'adaptation de La créature du marais 2, sortie en 1989, Hocus Pocus en 1993 pour Disney, ou en 2002 le très douteux Pluto Nash. Sur l'ensemble de sa filmo, il a parodié des films de genre pour en faire des comédies potaches. Et il faut reconnaître que ces films ne sont pas bons du tout. L'humour est trop lourd, aucune subtilité, ni dans le fond, ni dans la forme. Et les réalisateurs qui ont fait ces films ne l'ont pas fait dans la dentelle non plus. Côté photographie, Stephen Ashburn, qui a 25 ans d'expérience à ce poste, et qui a signé, entre autres, L'Impasse, Mission Impossible et Snake Eyes de De Palma, The Shadow de Mulcahy,
Il sert ici une esthétique efficace, soulignant tantôt le côté pop, tantôt le côté kitsch, parfois mal famé de Champion City. Ce film donc est réalisé par Kinka Usher, un réalisateur dont c'est le premier long métrage, et aussi le seul. Il est compétent et a une grande expérience de technicien-réalisateur dans la publicité. Il a remporté d'ailleurs en 1998 le prix du meilleur réalisateur de publicité de la Directors Guild of America, et il est bon. Il est vraiment bon. Mystery Men déborde de ses idées, de son expérience dans la pub. Des champs contre champs audacieux en caméra subjective, des mouvements de caméra assez poussés, un choix de valeur de plan qui semble étrange et qui rend l'ambiance encore plus pulp et dissonante. Il y a un parti pris pendant la réalisation. Un parti pris de publicité. Pas de film d'action ou de super-héros. Et c'est un des points qui n'ont pas aidé le film. Les spectateurs ne s'y attendaient pas. Pourtant, c'est une de ces particularités qui m'a marqué. Pour moi, la réalisation d'Usher a permis de sauver le scénario convenu, proposé à l'origine. Son expérience sur le film était tellement éprouvante pour lui qu'il aurait dit entre deux prises à Hank Azaria « J'en reviens au pub quand j'ai fini tout ceci. J'en ai assez. Je préfère de loin faire mes petits courts-métrages cool d'1 minute plutôt que de m'occuper de toutes ces bêtises. » Le résultat est un film correct, loin d'être mauvais. Et les éléments à décharge sont bien rattrapés par la production, la lumière et la réalisation, même si le réalisateur n'y croyait pas trop. Alors, comment expliquer que ce film n'a pas retenu l'attention du public lors de sa sortie? Pourquoi seulement 14 000 personnes l'ont vu en France? Souvenez-vous de la date. Il est sorti en juillet 1999, soit un mois après Matrix, sorti en juin 1999. Il y a des films qui marquent le cinéma, Matrix en fait partie. Le public n'était pas prêt, le cinéma n'était pas prêt. Et depuis, ce que les Wachowski ont proposé, tant du côté de la narration, de la mise en scène et des techniques et des effets spéciaux, sont devenus la norme, le minimum à proposer pour un film qui se dit d'action ou assimilé. Il y a un avant Matrix, il y a un après Matrix. Et Mystery Men est sorti 2 mois trop tard. Je pense que cette base d'échec a servi de leçon pour les productions qui ont suivi. Il a fallu quelques années pour que ce film commence à faire parler de lui en bien. Il a fallu que des passionnés le regardent, le comprennent, l'analysent et le recommandent afin que la reconnaissance arrive peu à peu. Même s'il est classique dans sa narration, il y a des partis pris dans la réalisation, dans l'évolution des personnages, dans les enjeux et les résolutions. Des détails qui rendent le film intéressant, pour passer un bon moment, que ce soit entre amis ou en famille. Mais alors du coup, pourquoi Mystery Men c'est bien? Eh ben, parce que c'est bien en fait. Puis voilà, hein. Tu coupes? Non? Bon, alors, plus sérieusement, c'est grâce à son histoire et à sa mise en scène. Oui, c'est une histoire type avec des personnages types, des personnages fonctions. Mais la façon dont l'histoire nous est présentée est vraiment intéressante. Déjà, comme je le disais dans l'épisode précédent, une histoire où les personnages sont déjà une existence propre avant le début du film est beaucoup plus crédible. C'est le cas de Capitaine Admirable, dont la notoriété est telle qu'elle le précède largement dès sa première apparition. Et aussi pour le trio de losers, qui sont connus et reconnus par les forces de l'ordre comme étant les clowns qui jouent aux super-héros. Et cette simple caractérisation est plus explicite que la jeunesse des héros, selon moi. Ensuite, les décors et la lumière rendent le tout cohérent. Sans tomber dans les extrêmes des Batman de Burton sombres et baroques, ou de Schumacher punk et burlesque, ici on a un juste mélange sombre et burlesque. Les gangs et autres voyous présents dans la ville sont des caricatures de ce que DC a à proposer de mieux jusqu'à maintenant. Et donc, voyons comment sont abordés certains des personnages. Attention, ça va spoiler comme sur vos murs Facebook en 2014 pour la sortie de la saison 4 de Game of Thrones. Vous êtes prévenus. Commençons par le Capitaine Admirable, Captain Amazing. Il nous est présenté comme un personnage imbu de lui-même, avec un ego aussi démesuré que le mépris qu'il a pour les gens de la plèbe. L'orgueil et l'arrogance sont ses principaux traits de caractère. Et c'est ainsi par ces traits que son évolution et sa résolution vont se jouer. Tout d'abord, son orgueil va le pousser à le faire libérer son pire ennemi, quitte à mettre la ville en péril, car selon lui, il n'y a rien à craindre, Admirable veille. Et après une rencontre secrète, avec Casanova Frankenstein et un échange digne d'une partie de bluff aussi intense que celle de Light Yagami et le redoutable L, ou pas, Admirable se fait lamentablement capturer.
La redondance lui sera fatale plus tard lorsque les Mystery Men parviendront à s'infiltrer chez Frankenstein. Il les jugera à peine assez intelligents pour suivre des directives et donnera des indications pour désactiver l'engin qui le tient en joue, et il mourra dans de terribles effets spéciaux, scellant ainsi son sort et sa supériorité toute supposée. Ce personnage qui se veut héroïque est tout bonnement détestable. Et si on se prend à trouver sa capture ridicule et méritée, le sauvetage par les losers de service arrivera comme un pied de nez réconfortant pour le spectateur. Ils vont enfin avoir la reconnaissance qui leur fait défaut, et là c'est la désintégration. Si dans un premier temps on est surpris par cette fin, on trouve très vite une excuse au sauveur suite aux directives foireuses du capitaine, et finalement on accepte facilement sa disparition. Pas comme les sauveurs qui, eux, perdent le peu de confiance qui leur restait. Du côté des Mystery Men, voyons d'abord l'appel. The Shoveler. Père de famille, agent de la ville, il sait qu'il a un talent particulier avec sa pelle, je ne sais pas lequel, il en a un. Il veut en faire profiter le plus grand nombre, au grand désespoir de sa femme qui n'accepte vraiment pas ses activités avec le club de super-héros, et ses comparses qui le poussent à prendre des risques. Il est posé et réfléchi. Il a le rôle du père du groupe, la figure forte, sur laquelle les autres peuvent se reposer, quoi qu'il a. Et il le tient bien. Il les encourage dans leur quête de justice, tout en tempérant les sauts d'humeur de Monsieur Furieux. C'est un personnage franc, presque naïf dans sa démarche, il veut croire qu'il fait le bien, alors il se donne à fond. Sa femme, elle, supporte de moins en moins, jusqu'à l'ultimatum, si tu y vas, je retourne chez ma mère. Ses convictions et son sens du devoir l'emmènent à faire son choix, et à assumer les conséquences. En fait, si le groupe tient depuis des années, c'est surtout grâce à lui. Et c'est aussi grâce à lui que le groupe s'assure de nouveaux membres, et qu'il le soutiendra comme sa propre famille. Et j'ai une affection toute particulière pour l'invisible. Un ado un peu paumé qui a le pouvoir de se rendre invisible. C'est stylé comme pouvoir, le truc c'est que ça marche seulement quand on ne le regarde pas. Et pas forcément sur demande non plus. Il dit comme ça, c'est un peu décevant. Et pourtant, à lui seul il représente et revendique sa force au nom de tous les ados du monde qui se sentent incompris, ignorés, inutiles ou juste invisibles. Le manque d'assurance dont il fait preuve à sa première apparition est peu à peu effacé par la confiance du groupe pour être celui qui sauve la situation. Il trouve sa place parmi les héros et, paradoxalement, maintenant qu'il a montré son pouvoir d'invisibilité, il est vu par le reste du monde comme étant l'invisible. Il n'a pas le développement ni les enjeux les plus percutants du film, c'est vrai. Pourtant, ce personnage raconte quelque chose d'intéressant. Et le tout est souligné par la mise en scène d'Usher. Je passe rapidement sur les autres personnages, car ils n'ont pas réellement d'évolution pendant le film. Enfin, pas plus que les deux précédents, mais bon. On a le spleen, un pétomane redoutable. À part le côté comique burlesque en dessous de la ceinture, j'avoue que le personnage n'a que peu d'intérêt. À part juste qu'il est joué par Paul Rubens, surtout connu pour le rôle de Pee Wee Herman dans la série de films Pee Wee Herman. D'ailleurs, Note Sérieux, ça fait une série de vidéos sur le sujet, je vous invite à les voir, c'est bidonnant. Ensuite, on a le fakir bleu, dont l'habilité à lancer des fourchettes avec une très grande précision. Et c'est en fait un fils à maman qui vit chez elle, et il lui cache ses activités de super-héros pour éviter qu'elle le réprimande. Son principal trait, c'est de tout faire pour ne pas faire honte à sa mère, dont on sous-entend l'appartenance à une bourgeoisie anglaise. Il finira par lui avouer ses activités, et, contrairement à ce qu'il pensait, elle va le soutenir dans sa démarche. Ici, quand même, on notera l'opposition entre l'appel et le fakir bleu, dont la réaction des proches vis-à-vis de leur activité est complètement différente. Ensuite, le Sphinx est un personnage légendaire dans Champion City, un genre de mystique au pouvoir réel. Parce que les autres, on ne sait pas s'ils ont vraiment un pouvoir ou pas. Et donc, il va servir de mentor et de guide pour le nouveau groupe au moment où il en aura le plus besoin. Il se la joue mystérieux, parlant proverbes chinois prévisibles, au point que Roy, avec sa mauvaise humeur et sa mauvaise foi, le rembarra en finissant ses propres proverbes. Et pour finir sur les personnages secondaires, rapidement, on a la boule, une jeune femme qui a mis le crâne de son père dans une boule de bowling et qui s'est juré de le venger en tuant Frankenstein. Voilà. C'est la plus prometteuse du groupe, malgré ses problèmes relationnels avec son père décédé. Pour finir, le personnage le plus intéressant du film, car le plus développé, et avec une réelle évolution, c'est Roy, Monsieur Furieux. Comment décrire le personnage ? Imaginez un mythomane,
avec un ego proportionnel au cylindre de sa moto, colérique et capricieux. Vous voyez, comme si un enfant susceptible et caractériel avait été élevé selon les principes de Dolto. Et voilà, Carlos qui pique des colères toutes les 5 minutes. Vous avez la base, ça c'est Roy. Toujours à ramener les choses à lui, et les échecs aux autres, et de menacer de sa colère foudroyante à tout va. Comme un roquet, il aboie fort, mais il ne fait rien de plus. Un enfant capricieux dans le corps d'un adulte qui ne s'assume pas. Il a tout en fait du syndrome de Peter Pan. Il vit dans son imaginaire où il est ce super-héros reconnu et adulé, et il fuit la réalité. Il se la joue devant la serveuse du diner qui leur sert de QG, mais elle n'est pas dupe, et elle finit par écouter ces histoires peu crédibles. Lui, de son côté, il s'y attache vraiment. Il faut tout de même lui reconnaître quelques bons points. Son assurance fait de lui le leader du groupe. Il a une très bonne intuition, notamment concernant la disparition de Captain Admiral, et de l'implication de Casanova Frankenstein. Il surjoue son rôle de super-héros, frisant le ridicule. Mais c'est la force du personnage. Lors de la dernière partie, attention, ça spoil vraiment, pendant l'affrontement final avec Casanova, il finit par admettre ses mensonges, reconnaître son impuissance. Il a sa première réaction d'adulte. Et il se rend compte qu'il a entraîné ses amis vers une mort plus que certaine, ainsi que la serveuse. Reconnaissant son inutilité, et devant la menace de perdre une personne qui lui est chère et qui le voyait tel qu'il ne s'assumait pas, il pète un câble et sa colère prend le dessus. Il affronte Casanova pour le défaire dans sa machine de mort. Les menaces qu'il a distribuées pendant tout le film, pendant tout son délire, est devenue réalité. En sauvant ses compagnons et la fille, il prend conscience de ce qu'il fait. Devant les médias qui les trouvent après avoir sauvé la ville, ses amis sont fiers d'annoncer qu'ils sont des héros et qu'il est leur chef. Lui, il nie et il veut redevenir l'anonyme qu'il était. Et voilà. J'ai toujours passé un bon moment devant ce film. Il est prévisible et pourtant il est agréable. On n'a pas l'impression d'avoir vu un nanar, mais un film qui ne se prend pas trop au sérieux pour servir un divertissement familial avec des thèmes simples et efficaces. C'est, je trouve, une bonne conclusion à la décennie des super-héros. En allant chercher des personnages anecdotiques dans un obscur comics publié dans différentes maisons d'édition indépendantes, les producteurs prennent le pari de faire un film de super-héros qui plaira au plus grand nombre, avec une base déjà existante et confidentielle. D'ailleurs, il y a un morceau du groupe Hozier qui me rappelle beaucoup ce film, qui s'appelle Goodbye Mr. Hay. Le lien est dans la description si vous êtes curieux de le voir. On y retrouve l'essence de Mystery Man et le côté pop parodique des comics de super-héros. Si vous ne connaissez pas, le lien est dans la description. J'y mets aussi le lien du clip de Smash Mouth All Star, dans lequel vous verrez les séquences du film Mystery Man remontées avec des scènes du groupe tournées pour le clip. Vous trouverez aussi en description une vidéo de Matt Present sur Kinka Usher et Mystery Man. C'est en anglais et c'est très intéressant à regarder. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à vous abonner, à partager et à liker. Pour les curieux, j'ai une chaîne Twitch en description sur laquelle je fais un peu de jeux vidéo, d'ouverture de cartes Magic et à venir des discussions sur le cinéma. Et si vous vous sentez généreux, j'ai une page du type, tout est dans la description. Merci, regardez des films.